Mesdames et messieurs, bonsoir. Chaque rendez-vous sportif sur le continent africain offre des spectacles d'effervescence populaire. Cela est d'autant plus important pour la Coupe du Monde, mais également pour la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN. La CAN est une compétition d'ailleurs qui attise beaucoup de convoitises et suscite beaucoup d'engouement sur le continent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'est pas rare sur le continent africain de voir des citoyens, d'ailleurs très nombreux, se bousculer devant leur petit écran. Ça, c'est pour les chanceux. Les moins chanceux n'ont pas la chance justement de regarder ces compétitions dans la mesure où leurs télévisions nationales ne sont pas en mesure de les diffuser, ces rencontres à cause notamment du coût élevé des droits de retransmission. Tenez, de 760 000 € en 2011, on est passé aujourd'hui à 1,3 million d'euros pour la retransmission de ces matchs. C'est donc une bagatelle financière qui provoque quelques frustrations sur le continent et les États africains qui ne souhaitent pas en découdre avec la contestation populaire sont obligés de passer à la caisse, même si cela peut parfois avoir des répercussions sur leur économie. Question donc ce soir, mesdames et messieurs, pourquoi malgré les négociations, malgré le fait que ce soit le continent africain qui organise, qui met en place les structures d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, qu'est-ce qui fait alors que les pays africains payent cher les droits de retransmission en télé? Quelle solution pour sortir de la crise? Est-ce qu'il faut revenir sur les contrats passés il y a quelques années, comme le souhaite d'ailleurs aujourd'hui le nouveau président de la Confédération africaine de football? Autant de questions sur lesquelles nous reviendrons dans un instant. Sur ce plateau, donc, mesdames et messieurs, pour discuter de cette problématique de droit de retransmission télé en Afrique, j'accueille Ibrahima Balaya. Bonsoir, monsieur Balaya. Bonsoir, monsieur Kamara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes consultant média. Face à vous, Fodetas Silla. Monsieur Silla, bonsoir. Oui, bonsoir. Fodetas Silla, il est le directeur de la télévision nationale de la République de Guinée. Merci donc à vous deux d'avoir accepté notre invitation pour venir débattre de cette question très importante pour les Africains. Alors, Fodetas Silla, pour être le directeur national d'une chaîne publique, alors la RTG a eu à retransmettre les matchs de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football, Gabon 2017. Donc, est-ce que ça a été facile pour vous d'acquérir les droits pour cette compétition? Merci beaucoup. Vous posez aujourd'hui un problème que les gens évitent, mais qui doit être discuté. Ou on le discute maintenant et on trouve la solution, ou alors on met en péril nos États. Imaginez que pour retransmettre par exemple cette Coupe d'Afrique que vous parlez, nos États sont obligés, chaque État, je ne dis pas tous les États d'Afrique regroupés, chaque État est obligé de payer environ 1 milliard de francs CFA pour juste retransmettre la Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire les matchs que nos enfants, les enfants de nos femmes jouent dans les installations construites par nos gouvernements sur nos territoires souverains, on est obligé de payer ce qu'on appelle des sociétés de retransmission qui se sont infiltrées entre le jeu, le football, son aspect ludique d'amusement, de plaisir, et le public, c'est-à-dire ma femme, son enfant qui joue au stade du 28 septembre, ne peut pas regarder cet enfant-là dans l'équipe nationale, dont l'entraîneur est payé par mon gouvernement, dans un stade construit par mon gouvernement, sans payer un droit à quelqu'un qui s'est inséré entre l'aspect ludique et... Non, mais c'est terrible ce qui est en train de se passer, c'est terrible. Et donc, votre question, oui, la télévision nationale a été obligée de payer pour que la Guinée puisse suivre. Et vous remarquez, quand, par exemple, de telles retransmissions se font, ce sont des équipes qui arrivent d'Europe ou bien d'Afrique, qui s'installent, qui disent à nos caméramans écartez-vous, et qui disent aux télévisions nationales, si jamais vous retransmettez ce satellite, votre équipe sera exclue de la Coupe d'Afrique, donc vous ne devez pas du tout. Non, mais c'est ridicule même. Ouais. Hein. Oui, mais est-ce que au niveau de la RTG, est-ce que ça a été plus pesant pour vous
Vous avez déboursé par exemple combien pour permettre aux populations guinéennes de suivre les différents matchs de la dernière Coupe d'Afrique des Nations? Je te dis que nous sommes maintenant au-delà de 1 milliard. Vous savez, ça a démarré, j'ai les documents ici, si vous permettez, pour que les gens sachent exactement de quoi nous parlons. Pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2011, par exemple, c'était 500 millions de francs CFA. Pour le Cameroun, 450 millions pour le Sénégal, pour la Guinée, par exemple. Et pour la Coupe d'Afrique de 2013, c'était 750 millions. Vous voyez, de 500 millions, on est monté à 750 millions en 2013. Pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2015, 898 millions. On est déjà à 1 milliard de francs CFA. Et pour cette coupe-là, on a dépassé, c'est maintenant 1 milliard 300 millions. Mais à verser à des gens qui ne sont ni mieux formés que nos caméramans, ni mieux formés que nos techniciens, qui arrivent par nos aéroports, traversent nos douanes, arrivent dans nos stades, installent leurs caméras et leurs tables, filment nos enfants qui jouent, et on paye 1 milliard 300. C'est une surenchère, une supercherie qui choque tout Africain digne de ce nom. Et c'est ce qui a fait que, je sais que nous y reviendrons, que le président Macky Sall du Sénégal a pris la tête de cette bataille pour nous appeler, nous, les directeurs des télévisions d'Afrique, à Dakar. C'était le 17 mai 2016. On était tous réunis à l'hôtel Touré. On a suivi cette rencontre avec beaucoup d'intérêt. Ibrahima Balaya, pour être un consultant média, lorsqu'on évoque cette question de droit de retransmission, et c'est une question qui se pose dans toute son acuité. On sait par exemple, pour la période 2017-2028, il y a la CAF qui a signé avec le groupe Lagardère, qui est un groupe chargé de commercialiser les droits marketing et médias du football africain, environ pour 1 milliard de dollars la retransmission, la gestion donc de certaines compétitions sur le continent africain. Alors finalement, si aujourd'hui le directeur national d'une télé, il parle de surenchère, de supercherie, est-ce que vous comprenez? Oui, mais ça se comprend aisément, et cette augmentation prohibitive, ça dit à terme pourrait détruire le tissu social. Qu'on le veuille ou non, le football rassemble. Aujourd'hui, le limon le plus fédérateur dans une société, c'est le sport, et plus particulièrement le football. Si les classes populaires, qui sont happées par un quotidien, qui sont enfermées dans une sorte de zone grise, qui n'ont pas aujourd'hui où aller pour oublier un instant l'angoisse de leurs conditions, ça risque de poser des problèmes. Et pour revenir à ça, parce que si le problème ne se pose pas en Afrique au sud du Sahara, mais dans le Maghreb, on ne regarde plus la Coupe d'Afrique. Oui. Parce que tout simplement, les foyers ne peuvent pas sortir 60 € pour s'abonner dans une chaîne câblée pour avoir les images. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans les pays du Maghreb, les seuls lieux où tu peux regarder aujourd'hui un match de football, surtout la Coupe d'Afrique, des événements de ce genre, c'est dans les bars et les cafés. Mais jamais en famille, jamais dans vos foyers. Donc aujourd'hui, ça se comprend. C'est-à-dire ce qui est inquiétant, qu'on ait une confédération africaine de football, qu'il n'y ait aucune agence africaine de marketing qui puisse aujourd'hui jouer au même titre que Sport 5. Et nous l'avons dit tout à l'heure en off, on sait qui compose cette institution. Et il faut le dire. Il faut le dire, c'est les enfants des dirigeants de la CAF qui le gèrent aujourd'hui. Donc cela veut dire qu'on est en train de se partager, on est en train de créer une oligarchie familiale où aujourd'hui on se partage les dividendes du football. Oui. Mais est-ce que vous ne pensez pas que là qu'on soit en train de faire un mauvais procès à Lagardère, par exemple? Parce que en 2015, Lagardère était en compétition avec une société égyptienne, c'était Présentation Sport, et Présentation Sport a présenté une proposition financière de 600 millions de dollars, et de l'autre côté, Lagardère en a proposé 1 milliard. Alors il fallait choisir pour au moins derrière, la CAF aussi puisse tirer son épingle du jeu. Est-ce que finalement, ce n'est pas le plus offrant
qui aura gagné? Non, le problème c'est que même cette institution égyptienne a porté plainte, d'ailleurs, contre les instances de la CAF pour non-respect des règlements. On parle de concurrence déloyale. De concurrence déloyale, justement. Mais moi, ce qui est clair aujourd'hui, faisons confiance aussi à nos gens. Parce que je vous dis, le directeur l'a dit tout à l'heure, des gens qui ne sont pas de près concernés même par les réalités du sport africain. Parce que je vous ai dit, ne perdons pas de vue la dimension sociologique et la dimension politique du sport aujourd'hui. Ça nous ressemble et ça nous rassemble en même temps. Il faut qu'on ait aujourd'hui cette capacité à aller dans les foyers, pénétrer les foyers. Et ça passe par leur offrir, payer 1,3 million d'euros pour retransmettre pour une Coupe d'Afrique. Mais il a fallu peut-être que même récemment, cette année, qu'il y ait un petit arbitrage. Un petit pays comme la Guinée-Bissau a dû débourser 300 000 euros. Et je crois que c'est le président sénégalais même qui a payé pour eux. Bon, pour des plus petits pays comme le Swaziland, on leur a descendu la barre jusqu'à 15 000 euros. Mais tout compte fait. De toute façon, d'après tout ce que nous avons entendu ici sur le plateau, cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de surenchère, il y a une sorte d'arnaque aussi qui se passe dans le dos du sport africain qui ne nous profite pas, alors que nous sommes les principaux acteurs de ce sport. Et nous sommes en train d'enrichir des gens à qui on ne doit pas enrichir, justement. Oui. Alors Fodé Tassila, il y a quand même cette question de production, de retransmission, de commercialisation qui se pose en Afrique aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez, par exemple, que la RTG est capable, avec le matériel existant, de faire le travail que la Gardère est en train de faire aujourd'hui sur le continent? Je le dis haut et fort, et je l'ai dit à Dakar, à la réunion de tous les directeurs des télévisions d'Afrique, le 17 mai 2016, on était à l'hôtel Terroubi. Je l'ai dit, dites à ces gens-là de s'écarter seulement et de nous laisser, nous les télévisions nationales, reporter nos matchs. Si ce n'est pas fait, ce n'est même pas une affaire de la Gardère ou de quelle société. C'est une affaire de nos gouvernements, de nous sanctionner, nous les directeurs de télévision qui avons été incapables de retransmettre donc un match du Sili national au stade du 28 septembre pour que ma femme puisse voir son enfant. C'est notre rôle, ça, et aujourd'hui. Et en matériel. Parce que le personnel, je ne parle même pas. Moi, j'ai des caméramans depuis 30 ans qui peuvent enseigner ces énergumènes qu'on m'amène dans les stades ici, des petits voyous qui ne connaissent rien. Et moi, je dis, vous savez ce qu'on appelle expert? C'est celui qui vole votre montre et vous dit l'heure. Il n'a pas l'heure, c'est votre montre qu'il vole. Quand il regarde dans le coin, il vous dit et vous l'applaudissez. C'est ça l'expert. Il n'y a rien d'expertise. Alors comment vous expliquez aujourd'hui? Parce que c'est vrai, en Afrique, il y a eu des structures qui ont été mises en place. On a parlé par exemple de l'URTNA. Et aujourd'hui, on parle de l'UAR, l'Union africaine de radiodiffusion. Ce sont des structures qui existent depuis très longtemps. L'UAR est forte aujourd'hui de 48 membres, de 48 pays membres. Qu'est-ce qui fait que finalement, les Africains restent là et se laissent ravir la vedette par une structure étrangère? Non, justement... Est-ce que c'est quelque part parce que les États africains sont faibles? Exactement. Vous savez, ce qu'on appelle l'Union africaine des radios, diffusion et télévision d'Afrique relève des gouvernements africains. Une télévision nationale est un outil de communication d'un gouvernement de cette nation. C'est ce gouvernement, il faut que je sois élémentaire pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. C'est ce gouvernement qui a construit ce stade de Nongo où nous sommes aujourd'hui, avec évidemment la coopération de ses partenaires. C'est ce gouvernement qui paye l'entraîneur du Sili national. C'est ce gouvernement qui paye les billets d'avion pour amener nos joueurs, que ce soit en entraînement, que ce soit en jeu. Qui paye les prix. Et puis plus élémentaire, c'est nos enfants qui mettent, c'est nos femmes qui mettent au monde leurs enfants, qui les envoient apprendre le football, donc qui évoluent sur nos drapeaux. Tout nous appartient. On nous dit seulement, vous ne retransmettez pas. Jouer un match au stade du 28 septembre ou ici au stade de Nongo, dites à la télévision nationale que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui, nous voulons voir le match dans nos foyers, mais le gouvernement peut le faire même gratuit. La télévision nationale est sur satellite depuis 2006. Ce n'est pas en me gonflant pour dire que quand je pompe, je suis suivi de Montréal à Bangkok. C'est clair parce que des Guinéens me renvoient. Mais pourquoi, malgré tout ce que vous dites là, vous assurez aujourd'hui que la RTG
a les possibilités de retransmettre les matchs, capacités techniques et professionnelles, de retransmettre les matchs du Sili national, par exemple. Sûr. Alors, qu'est-ce qui fait que sur le continent africain, on préfère venir d'autres et laisser, par exemple, les journalistes, les caméramans, les techniciens de la RTG pour filmer, commercialiser les matchs du Sili national de Guinée. C'est là-bas, justement, que nous sommes en train de vous définir dans ce qu'on appelle l'appel de Dakar. Imaginez que l'appel de Dakar, ce n'est pas Tartampion ou bien monsieur Passepartout qui a écrit cet appel de Dakar-là. C'est 45 directeurs des télévisions d'Afrique réunis de l'Algérie à la Guinée, en passant par la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tous les directeurs qui ont écrit ces lignes-là. Et qu'est-ce que nous disons? Il y a une surenchère. Les mots sont bien pesés. Une supercherie. Nous en appelons à nos gouvernements et nous alertons leur attention. Si vous ne faites pas attention, ce n'est pas l'aspect sport qui est considéré maintenant. C'est un coup qu'on prépare contre les États. Chaque État est dans un coup préparé par ses commerçants d'images. Pourquoi? Le football rassemble, il l'a dit tout de suite. Le football permet au peuple d'oublier ses soucis. Le football n'a pas de parti politique. Quand le football est là, j'ai un doyen reporter sportif, l'un des éminents d'Afrique, Cabinet Kouyaté, qui a dit que le football, c'est la religion des temps modernes. Quand le ballon joue, la vieille prie. Moi, je prie, le jeune prie. Le chrétien prie et le musulman prie. Cabinet Kouyaté a dit que c'est la religion des temps modernes. Si donc le football est là, le Sili national joue au stade du 28 septembre, et que la Guinée n'est pas capable de payer ces 1,3 milliard, qu'est-ce qui va se passer? Les jeunes ne suivent pas le match. Et tu sais ce qui va se passer? Ils prennent la rue, ils cassent tout. C'est un coup qu'on prépare. Il faut arrêter dès maintenant. Ouais. C'est pourquoi le président Macky Sall, conscient de cela, a interpellé tous les directeurs de télévision pour interpeller nos gouvernements à faire attention à ne plus considérer l'aspect ludique du sport. C'est un coup qui se prépare parce que ça va faire un boomerang social que nous ne pourrons pas être capables d'arrêter. Finalement, vous vous êtes retrouvé à Dakar, vous avez discuté de cette question de droit de retransmission télé, mais ça n'a pas empêché Lagardère de monter encore les prix, parce que là, on est obligé de payer 1,3 million d'euros pour avoir ces droits. Et effectivement, il y a quelques nations qui n'ont pas pu. Et finalement, Ibrahima Balaya, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les États africains individuellement pris sont capables vraiment de faire face aux besoins des populations? Non, c'est à moi en matière de production, oui. En matière de commercialisation des produits sportifs. Non, à partir de Dakar. Vous aurez la parole. Okay, mais ce que M. Sylla n'a pas dit, peut-être que c'est vu sa position, c'est qu'il y a un système qui est éminemment pourri, qui est derrière justement. Parce qu'on ne peut pas mettre la pression. On est 45 télévisions nationales et qu'en fin de compte, on n'obtient pas. Cela veut dire qu'il y a d'autres intérêts plus grands encore que nos télévisions nationales qui sont derrière et qui octroient ce marché-là. On l'a dit en préambule au début de l'émission. Qui est derrière Sport 5? Qui représente Sport 5? C'est les enfants, c'est les rejetons de ces dirigeants. Vous savez, même si on est animé par une soif de démocratie, par une ouverture, etc., mais quand on reste dans un même poste au-delà de 10 ans, il y a quelque chose qui naît. C'est la dictature, c'est la corruption, c'est la tentation. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Ils ont fait l'appel de Dakar depuis 2016. On est à 1 an après, justement. Ça n'émeut personne parce que les États ne sont pas levés. Mais parce qu'il y a des gens qui tirent les ficelles derrière. Les États, les États africains sont quelque part responsables de ce qui arrive. Et qui sont encore plus forts que M. Sylla et ses collègues directeurs de télévision en Afrique. M. Sylla est parti demain, s'il s'oppose. Justement. C'est-à-dire ce à quoi il faut arriver aujourd'hui, c'est une prise de conscience de nos États. Et ça, en premier lieu, les chefs d'État, comme l'a fait Macky Sall, il faut que tous les présidents d'Afrique, surtout les plus influents, tapent du poing sur la table pour rappeler aujourd'hui l'intérêt
qu'il y a pour nos pays à montrer les matchs de football. Mais regardez, même quand nous regardons le foot et que le courant part, les enfants pendant 15 minutes, ils pagaillent dans la rue, justement. Cela veut dire ce que cela veut dire. Maintenant, imaginons que la Guinée, qui va jouer par exemple la Coupe du Monde U20 dans un mois, arrive jusqu'en quart de finale pour jouer contre le Brésil, ils ne peuvent pas regarder le match. Imaginons un instant ce que cela va donner. Vous savez, il y a des conséquences qui vont se répertorier parce que nous sommes dans une société assez fragile. On a quand même dit dans cette émission qu'il y a quand même des pays, notamment au Maghreb, qui ne retransmettent plus ces différentes compétitions. Mais là, ça ne pagaille pas. Est-ce que quelque part, il ne faut pas aussi sensibiliser les citoyens au fait que c'est très coûteux? Attention, monsieur Kamara. Non, ne nous amène pas sur ce terrain, sinon tu es complice. Excusez-moi. L'Afrique au sud du Sahara a un rapport avec le football que peut-être le Maghreb n'a pas. Je crois que si vous sortez aujourd'hui, il y a 90% de nos footballeurs, on ne connaît pas leur nom véritable. On ne leur connaît que sous le surnom. Le Maghreb, en Égypte, ils sont férus de football. Il y a combien de joueurs qui portent des noms très aigués, etc. C'est juste pour vous dire aujourd'hui que cette dimension de football, il ne faut pas l'oublier. Un État ne peut pas convaincre le peuple pour leur dire que non, c'est trop cher. Un État est riche, même le plus pauvre. Même le plus pauvre pays, Sao Tomé et Principe ou Guinée-Bissau, peuvent avoir 1,3 million. Le problème n'est pas là-bas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait que le football atteigne tous les foyers les plus lointains, que ceux qui vivent dans les villages puissent regarder le football, puisqu'ils puissent partager au moins pendant 90 minutes et le temps additionnel les plaisirs du sport. Oui, il faut l'état là. Ce que notre jeune frère ne comprend pas, et là je le dis à notre public qui nous regarde aujourd'hui, parce que c'est une question de dignité, une question de patriotisme. Nous sommes sur un terrain de dignité et de souveraineté. La question sur la table à Dakar avec les directeurs de la télévision, il m'a même... J'ai été même un peu chaud à un moment pour dire attention, chacun sur cette table pèse ses mots, sinon on te prend pour complice de cette affaire. Ah oui, parce que moi, certains mots employés dans ce débat-là me font tiquer de la personne. Est-ce que derrière ces tentacules mafieuses ne l'ont pas atteint? Parce que c'est ça mon problème d'abord. La question ne se pose même pas combien on paye, à qui on paye. Non. La question de souveraineté pour chaque État, selon nous, les directeurs de la télévision d'Afrique, c'est pourquoi on paye d'ailleurs. Pourquoi on est obligé de payer des droits à des sociétés qui ne créent pas des jus de mangue ou des chaussures, non, des images, et nos télévisions nationales sont capables de produire ces images. Pourquoi on paye? Et on a dit à Dakar... Pour vous donc, il n'y a pas nécessité de payer ces droits. Exactement, tu es arrivé maintenant à nous rejoindre. Peut-être que tu t'es sorti un peu... Non. Maintenant, ce qui reste clair, il y a la CAF qui a ses explications. La CAF estime que l'argent qu'on va avoir à travers ces contrats, c'est pour développer le football africain. C'est quoi la CAF? C'est pour développer les infrastructures. C'est quoi la CAF? C'est pour aider le football africain de façon générale à se développer. Merci beaucoup. Est-ce que c'est un argument qui... La question que j'ai posée à Dakar, je pose. Quelle est la capitale de la CAF? Son hymne national, c'est quoi? Son drapeau est où? Il est représentant de quel pays aux Nations Unies? La CAF, c'est quoi? La CAF est une institution que nous mettons. Montre-moi la capitale de la CAF. Quel est son drapeau et son hymne national? C'est des États souverains. Moi, je l'élémentarise toujours pour que ça rentre. C'est ma femme qui a mis mon enfant au monde et qui joue aussi l'hymne national. Il faut qu'on comprenne d'abord de quoi je parle là. Je dis que c'est une question de dignité et de souveraineté. La CAF n'est pas un État. C'est une institution, un outil que les États mettent en place pour gérer juste un brin de leur pouvoir qui s'appelle football. Comment un outil que tu as mis en place peut s'imposer à toi? Nous avons dit dans l'appel de Dakar, nos gouvernements doivent se réunir et faire face donc à ces sociétés pour dire si vous continuez, on ne paye plus. Et nos télévisions nationales retransmettent nos matchs. Deuxièmement, nos assemblées nationales doivent légiférer et inscrire dans nos constitutions des événements publics dont le peuple ne peut être privé pour aucune raison. Le football,
ce qui appartient, comme notre terre, ça appartient à tout le peuple, quand il y a un match aujourd'hui, comme c'est la religion des temps modernes, regarder ce match est un droit pour chaque citoyen. Nos assemblées nationales doivent inscrire cela. Troisièmement, aucun pays ne paye plus seul. Tout le monde passe par Dakar, par l'Union. C'est l'Union africaine des radios, diffusion et télévision d'Afrique qui doit désormais parler avec la FIFA et la CAF. Si leurs représentants viennent à Conakry, vous dites, nos gouvernements disent on n'a rien, allez au siège. Ce que nos gouvernements réunissent, parce que c'est en nous divisant qu'ils peuvent réussir. Ils viennent et disent, attention, le Sénégal a payé, si vous ne payez pas, on va bloquer chez vous. Et là finalement, qu'est-ce qu'on vous a répondu? Quel est l'impact de ces recommandations de Dakar aujourd'hui? Exactement, c'est une démarche toujours. Tout combat est une démarche. L'araignée, le fil d'araignée qui a étranglé les États africains et qui nous a étranglés a évolué petit à petit. Je suis parti de 500 millions de francs CFA à 1,3 milliard aujourd'hui. C'est-à-dire ils ont tissé, ils ont essayé. Ils ont tissé, ils ont essayé. Pour défaire, ce n'est pas un coup de couperet. Nous avons démarré le 17 mai 2016 à Dakar. Nous évoluons avec nos gouvernements. Avec le président Macky Sall, le président Alpha Condé, tous les chefs d'État, petit à petit, on vient, on défait la toile d'araignée. Ce n'est pas comme vous êtes jeune, je comprends votre passion. Si c'était vous, vous dites, allez, paf, non. On retransmet, ce n'est pas comme ça. On y va et on défait. Ça fait maintenant 1 an de combat. Mais, c'est 1 an de combat là, on fait que d'abord, la structure qui entretenait cela a été limogé de la CAF. Aujourd'hui, là, c'est en train de dégringoler. Le mur tombe, ça va en poussière. Et le nouveau président qui dit maintenant, on va commencer à revoir. Ça veut dire c'est ça. Il y a le nouveau président de la CAF. Et c'est pourquoi j'apprécie votre télévision. Vous êtes dans notre angle. Qui a donc dit, il y a quelques jours, c'est en Afrique du Sud, que tout le monde est d'accord, que le contrat signé avec Lagardère n'est pas bon. C'est pas bon. Et ce n'est pas une bonne chose pour le football africain. Il doit être revu. Ibrahim Balaya, est-ce qu'on doit revoir aujourd'hui le contrat qu'on a signé? Le nouveau président même a promis de lancer un audit par rapport à cela. D'abord. Il faut le faire, il faut le revoir. C'est d'abord ce que nous avons payé. Ce que nous oublions, il y a beaucoup parti d'engagements sportifs qui vont venir. Et il faut commencer. Il faut qu'on sente qu'il n'y a plus cet ancien état de la CAF, entre guillemets, symbolisé par Issa Hayatou. Et qu'aujourd'hui, le problème, ce qu'il faut changer, c'est la gouvernance au sein de la CAF. Il y a des cas de corruption qu'on a vus. Parce que je vous ai dit dans une émission ici, c'est-à-dire que depuis que l'argent est rentré dans le football, depuis qu'il y a une économie du sport, justement, ça crée aiguisé les appétits. Et aujourd'hui, pour dissiper ces appétits, il faut aujourd'hui qu'on ait une nouvelle équipe. On a cette nouvelle équipe, il y a de l'espoir, il faut changer les choses, parce que c'est ce dont a besoin le sport africain, le football africain, et pour sa jeunesse aussi. En tout cas, le temps, il est donné par le nouveau président de la Confédération africaine de football. Nous restons en tout cas très, très vigilants ici à CIS-TV pour voir l'évolution des négociations, pour voir si l'esprit de Dakar va accoucher de quelque chose d'intéressant pour permettre à ces millions d'Africains de suivre en toute quiétude, en toute sincérité, mais surtout en toute intégralité les différentes compétitions qui se déroulent sur notre continent. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Le débat, il était passionnant. On aura le temps d'y revenir parce que c'est sur les prochains jours, les prochaines semaines, il y aura des décisions qui vont tomber, il y aura des actes qui vont être posés par rapport à ces droits de retransmission télé. Pour aujourd'hui, donc, fini. Merci à vous, Fodetas Sina, merci beaucoup, directeur général de la télévision nationale de Guinée. Et face à vous, il y avait Ibrahim Balaya. Merci beaucoup à vous, Monsieur Balaya, consultant média. Merci également à toute l'équipe, mesdames et messieurs, qui m'aide à préparer toutes les semaines et à présenter cette émission qui vous parvient la semaine prochaine, même heure sur nos antennes. CIS-TV, la panafricaine du sport et de la culture. Bonsoir chez vous.